Et salut à tous, c'est Baba des Bois et on se retrouve pour ce 22e tuto. Alors aujourd'hui on va attaquer un petit peu l'interface utilisateur de l'inventaire. Alors il y a beaucoup de choses à aborder et à voir, donc je pense que je vais découper ce tuto en deux parce que vous allez voir que c'est un sujet assez dense. Et bah voilà, on y va, c'est parti. Voilà, juste pour vous montrer, le but c'est que ça ressemble à ça à la fin, donc on appuie sur I, on a l'inventaire qui s'affiche comme ça, on a le reste qui devient noir, et donc tu as tout le jeu qui se met en pause quand l'inventaire se montre, et puis après on peut naviguer dans l'inventaire comme ça, appuyer sur entrée pour utiliser un objet, hop, et voilà. Donc ça c'est ce qu'on va faire dans les 2 prochains tutos. Alors avant de commencer, il y a un truc dont il faut que je vous parle, qui est un truc important en programmation de manière générale, qui est une manière de concevoir les logiciels. Donc ici, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est ce qu'on appelle le pattern modèle vue contrôleur, le pattern MVC. Et donc en fait, l'idée, c'est de dissocier votre architecture logicielle en 3 parties. Vous avez la partie vue, donc c'est la partie interface utilisateur, la partie que voit l'utilisateur en fait. Ça va être les fenêtres, ça va être voilà, tout ce qui est visible à l'écran en fait. Vous avez la partie contrôleur qui est donc la partie en gros tout ce qui est gestion des inputs et la partie modèle qui en gros est tout ce qui est la partie gestion des données, ce qu'on a fait la dernière fois finalement. Et donc si on sépare bien proprement les trois, l'avantage que ça c'est qu'on peut changer l'un ou l'autre facilement en fait. Je peux utiliser mon modèle et mon contrôleur, c'est-à-dire gérer les données de la même manière et gérer les inputs de la même manière, mais par contre changer l'interface utilisateur si j'ai envie. J'ai envie que mon inventaire il ressemble plus du tout à ce à quoi il ressemble aujourd'hui, mais que je le change complètement visuellement ce à quoi il ressemble, j'ai juste à changer la partie visuelle en fait. Je peux garder le reste. C'est ça qui permet de faire ce genre d'architecture. Donc c'est ça qu'on va essayer de mettre en place pour cet inventaire. Donc on va séparer le côté interface utilisateur, le côté purement visuel, donc le côté vue dans MVC, modèle vue contrôleur, du côté purement gestion des inputs de l'utilisateur. Ça va être la partie contrôleur, et la partie gestion des données qu'on a déjà fait la dernière fois, qui est la partie modèle, donc dans modèle vue contrôleur. Voilà, si on sépare bien les trois, l'avantage c'est que vous, si vous avez envie de changer tout ce qui est vu, vous pourrez le faire très facilement. Donc je vais renommer ma classe Inventory, je vais la renommer Inventory Data Manager par exemple. Parce qu'elle s'occupe juste de gérer les données de l'inventaire pour l'instant, cette classe-là. Ça va pas être l'inventaire lui-même, ça va juste être les données de l'inventaire. Je vais l'appeler Data Manager. Et comme on n'a pas du tout d'interface utilisateur avec cette classe-là, on peut la faire hériter juste de node, plutôt que de la faire hériter de contrôle. Donc je vais pouvoir lui changer son type ici, là. Changer le type et je vais lui donner node. Un node blanc, un node classique. En fait, ça, c'est vraiment juste de la gestion de données, donc il n'y a aucune interface visuelle, il n'y a rien de visible en fait dans le jeu. Donc ça c'est la partie modèle dont on a parlé, dans modèle vue contrôleur. Donc ça je vais l'appeler Inventory, je vais renommer le nœud Inventory Data Manager. Maintenant il va me falloir ma partie vue. Donc ma partie vue, comment on va la faire? Je vais me créer un nœud contrôle qui va contenir tout notre inventaire, donc celui-là je vais l'appeler Inventory. Ça va juste être un conteneur pour tout l'inventaire. Et ici on va aller voir dans disposition sur l'écran ici, on va faire rectangle complet. Donc ça va nous permettre d'avoir un nœud contrôle qui fait la taille complète de l'écran, donc la même taille que la caméra finalement. On va lock ça. Ok. Et je vais mettre le Inventory Data Manager là-dedans. Donc ça, ce sera le nœud parent de toute notre architecture de notre inventaire. Ensuite, dans notre inventaire, je vais m'ajouter un panel. Alors un panel, c'est un nœud qui permet juste d'afficher comme son nom l'indique, une fenêtre qui n'a aucune interaction particulière, c'est juste une fenêtre qu'on va pouvoir styliser. Évidemment, le style de base, c'est un style noir un peu moche comme ça, mais on va pouvoir le styliser comme on a envie. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire étendu à droite. Voilà. Et ici, je vais juste agrandir en dépassant sur la droite. En fait, ce que ça me permet de faire, c'est de décaler ce panel-là en dehors de l'écran. Donc là, si je lance le jeu, je vais pas voir le panel parce qu'il va être pile en dehors de l'écran. Et c'est mon but en fait, parce que mon but c'est qu'on ait l'inventaire qui soit à droite là, qui fasse toute la taille de l'écran en hauteur et qui, une fois que tu appuies sur la touche I, se déplace et se montre. Vous avez vu dans l'intro. Donc là si je lance le jeu, voilà, on ne voit même pas l'inventaire, donc il est en dehors de l'écran. Donc ça c'est bon. Ça va être le background en fait de notre interface. Donc là on a le panel qui va nous servir de background en fait au reste de nos éléments de notre inventaire. Et cet inventaire il va être constitué de quoi? Il va être constitué de un titre en premier lieu, et ensuite il va avoir la liste des items qu'on va pouvoir sélectionner et utiliser. Et alors vous pourriez venir placer vos différents éléments directement dedans. Donc par exemple là je veux mettre mon titre, donc je vais utiliser un label. Ok, donc le label va me servir à mettre mon titre.
Là, je vais mettre inventory. Et je vais avoir mon deuxième nœud qui va me servir à faire la liste des éléments, qui va être de type item list. Donc c'est un type qui est tout codé dans Godot qui permet de faire une liste d'objets. Donc je vais avoir ces deux éléments-là, mais je veux qu'ils soient l'un au-dessus de l'autre et qu'ils se redimensionnent en fonction de la taille de mon panel. Donc ce qui pourrait se passer, c'est que, là je vais cacher le item list pour l'instant, je redimensionne mon truc comme ça, à la main, et je lui dis align center, hop, et là ça fonctionne. Le problème c'est que là si je redimensionne mon panel, vous voyez, mon inventory il se redimensionne pas. Donc ça, faire des choses qui se redimensionnent automatiquement, c'est ce qu'on appelle faire une interface responsive. Ceux qui font du web ils connaissent bien. Et il se trouve que les interfaces de Godot, elles ont l'air complexes, mais elles ont un avantage énorme, c'est que c'est très facile de faire du responsive avec les interfaces de Godot. Et en fait, pour faire du responsive, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des nœuds containers. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc, plutôt que d'avoir à replacer, vous voyez mon item list par exemple, il faudrait que j'aille la replacer comme ça, et que je lui dise bon tu prends toute la taille de l'écran, tu fais ça, voilà, là t'es bien. Okay, donc ça serait une solution pour le faire. Mais sauf que là, c'est pareil, si je redimensionne mon panel, le panel se redimensionne, mais par contre l'item list, non, ne se redimensionne pas. Donc ça, c'est pas fou. Moi, ce que je voudrais, c'est que si je redimensionne le parent, ça redimensionne tous les enfants. Donc c'est comme ça, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je suis revenu en arrière, j'ai fait CTRL Z plein de fois. Je suis revenu en arrière. Donc j'ai mon label et mon item list, mais moi, je veux qu'ils soient disposés automatiquement par le parent. Et ça tombe bien, c'est à ça que servent les containers. Et donc vous en avez plusieurs types. Ici, ce qu'on va utiliser, c'est un VBox container. Alors, attendez, on va juste faire la recherche à la main, comme ça je peux vous montrer un petit peu les différents containers qui existent. Donc, vous voyez, il y a container, une classe parent qui contient tous les types de containers de Godot. Et il y en a plein, hein, il y en a plein, et il y a un peu tous les trucs dont on est susceptible d'avoir besoin. Et donc vous voyez, si on ouvre la box container, à l'intérieur on a VBox container. Et vous voyez, il y a une petite description à chaque fois, il nous dit HBox container, conteneur de boîte horizontale. Bon, c'est pas très descriptif, mais en gros, l'intérêt des HBox et des VBox containers, c'est que si vous voulez mettre des éléments les uns à la suite des autres sur l'axe horizontal, par exemple vous voulez faire des colonnes en fait, vous allez utiliser un HBox container. Par exemple, si vous avez une interface qui est divisée en 3 colonnes, vous allez utiliser un HBox container, vous allez mettre vos 3 éléments dedans, et paf, ça va faire les 3 colonnes automatiquement. Et après, vous pourrez les redimensionner comme vous voulez. Et pareil avec le VBox container, en fait. Ça vous permet de diviser votre interface en colonnes ou en lignes, et si vous les combinez, vous pouvez même faire des tableaux. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un VBox container. Donc notre VBox container, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des lignes ici. Donc il va séparer les éléments pour que les boîtes ne se superposent pas, mais que ça fasse des lignes, en fait, que les trucs soient les uns en dessous des autres. Donc ici, si je prends mon label et mon item list et que je les drag and drop dedans, paf, vous allez voir, donc mon label, il se retrouve là, et mon item list, paf, il s'est retrouvé en dessous. Donc ça, c'est parfait. Et ce qu'il ne faut pas qu'on oublie de faire, c'est que là, actuellement, ça, ce que vous voyez ici, c'est la taille de notre VBox container. Nous, notre VBox container, ce qu'on voudrait, c'est qu'il fasse la taille du panel. Le panel, il fait cette taille-là, là. Toute cette taille-là. Nous, notre VBox container, on veut qu'il fasse la même taille que le panel. Donc ce qu'on peut utiliser, c'est les presets créés dans Godot. On pourrait le faire en changeant directement les valeurs qui sont là. Mais c'est plus simple de le faire avec les presets de Godot qui sont là. On va cliquer sur disposition sur l'écran. On va faire un rectangle complet. En fait, ce que fait rectangle complet, c'est qu'il prend toute la place disponible dans le conteneur parent. Donc ici, il va prendre toute la place disponible dans le panel. Donc ici, en fait, le panel et le VBox container font la même taille. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais les lock tous les deux, parce que je ne veux pas pouvoir les bouger. Et une fois qu'on est dans un container, on peut utiliser, c'est les size flags. Parce que ici, moi, ce que je veux, c'est que la taille de mon conteneur, la taille de mon label, prenne toute la place de mon panel sur l'axe horizontal. Et pour faire ça, en fait, on a ce qu'on appelle les size flags, qui sont là, size flags. Et si on agrandit ça, on va dedans, vous voyez, il y a tout un tas de size flags ici. Et alors, je vous invite à aller voir dans la doc un petit peu ce que font chaque chose. Et vous voyez, maintenant qu'on a changé la taille de ce container, ce qui se passe, c'est que mon label, il prend toute la place dans le container parent, parce qu'en fait, il a ce qu'on appelle les size flags, qui sont ici, qui lui permettent de changer son comportement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a son size flag fill en horizontal, c'est-à-dire qu'en fait, il va essayer de prendre toute la place disponible dans son parent sur l'axe horizontal, mais pas sur l'axe vertical, vous voyez. En fait, ce que fait fill, c'est qu'il prend toute la place qui lui est disponible sur un axe, sans pousser d'autres nœuds. Donc ici, en fait, il n'y a aucun nœud qui l'empêche d'aller jusqu'au bout, donc il prend toute la place qui est disponible dans le parent. Par contre, si je mets fill sur l'axe vertical, donc ici, vous voyez, il ne se passe rien, parce qu'il y a le nœud item list qui l'empêche de le pousser.
Par contre, si vous voulez, il y a le expand qui permet vraiment de pousser au maximum. En fait, il prend le maximum de place qu'il peut, même en poussant les autres nœuds. Donc là, si je rajoute expand, vous voyez, il va prendre toute la place disponible. Et il laisse juste une toute petite place, et la place qui reste pour le item list, en fait. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut, hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent les size flags. Donc ici, on peut laisser comme par défaut, c'est très bien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre l'alignement du texte au centre. Donc, je vais faire align center. Vous avez le align qui est l'alignement horizontal. Donc vous pouvez faire soit left, soit center, soit right. Le fil, je sais pas exactement à quoi il sert, faudrait que j'aille regarder. Mais voilà, nous on va faire center. Le V-align, c'est l'alignement vertical. Donc si là, vous n'avez pas beaucoup de place dans votre carré, mais si votre carré est plus grand, ça va déterminer sur l'axe vertical à quel endroit il va se placer votre texte. Ici, on s'en fiche un peu. Il faut quand même mettre center parce que si on agrandit notre truc, ça sera mieux. Voilà. Et donc ici, on a notre item list. Et ici, on va avoir besoin que notre item list, elle prenne toute la place disponible. Et c'est pas le cas ici. Donc on va aller dans les size flags. Et dans les size flags, on va se mettre vertical expand. Voilà. Comme ça, notre item list, elle prend toute la place qu'elle peut. Et faites attention parce que toute cette histoire de size flag ne fonctionne que quand votre parent est un container. Donc ici, ça marche parce qu'on est enfant d'un VBox container. Mais ça ne marcherait pas si je mettais juste ça dans un contrôle normal, en fait. Il ne fonctionne que dans les containers. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le container, son rôle, de déterminer la place et la taille des enfants. En fait, vous pouvez pas, une fois que vous avez un container, redimensionner à la main vos enfants, parce que le container, il va le redimensionner lui-même, en fait. D'ailleurs, c'est une mauvaise idée si vous le faites. Si vous changez, par exemple, là, la position du truc, et que vous lancez le jeu, en fait, le container, il va vous remettre le truc à la taille par défaut. Parce que c'est le rôle du container, en fait. Le rôle du container, c'est justement de redimensionner et de placer ses enfants. Donc il ne faut pas, si vous utilisez des containers, que vous changiez la taille ou que vous changiez la position des enfants parce que le container va les changer lui-même. Donc en fait, ce qui se passe, c'est si vous utilisez des containers, les containers c'est très pratique parce que ça vous set les enfants automatiquement et en plus, ça redimensionne automatiquement les enfants en fonction de la taille du parent. Donc c'est responsive, c'est hyper puissant. Mais par contre, il ne faut pas que vous alliez modifier la taille des enfants parce que sinon vous allez avoir des soucis. Et donc, pour pouvoir modifier la taille des enfants comme vous en avez envie, ce qui se passe, c'est qu'on utilise les size flags dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous invite fortement à aller lire la documentation sur ce sujet. Il y a aussi un tutoriel dans la documentation qui parle un petit peu de ce sujet-là. Donc si vous voulez approfondir, je vous mets le lien dans la description. Et je vous invite fortement à aller le lire si vous voulez faire plus d'interfaces utilisateurs dans Godot. Parce que c'est vraiment important de comprendre ça pour faire des bonnes interfaces. Maintenant, je vais pas tout de suite passer à l'étape où on utilise les thèmes et on fait un truc vraiment sexy avec... le pixel art que je vous ai fait. On fera ça dans la deuxième vidéo. Pour l'instant, je vais juste faire le truc fonctionnel avec le thème de base de Godot. Donc ça va être moche, hein, ça va être noir et blanc, ça va être moche. Mais pour l'instant, je veux juste un truc qui fonctionne. Et dans le tuto d'après, on verra un petit peu comment peaufiner tout ça. Et pour l'instant, on va s'occuper que de la partie ajouter des éléments dans l'inventaire. On va pas encore faire la partie navigation dans l'inventaire et la partie utilisation d'objets dans l'inventaire. Ça, on le fera aussi dans la deuxième vidéo. Déjà, juste, on ajoute des objets dans l'inventaire, on les monte dans l'inventaire. Ça sera déjà bien. Et on a un bouton qui nous permet de montrer ou de cacher l'inventaire. D'ailleurs, c'est une habitude que je vous invite à prendre si vous apprenez le code avec cette série de tutos, ou si vous commencez depuis pas longtemps. Voilà, on est face à un gros projet, on veut faire un inventaire, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte pour faire un inventaire. Une bonne habitude à prendre, c'est découper le projet en plein de tâches plus petites et plus faciles. Donc ici, par exemple, là, la tâche qu'on va s'imposer, c'est juste avoir un bouton qui nous permet d'afficher ou de cacher l'inventaire, et à chaque fois qu'on collecte un objet, que ça mette à jour le visuel de l'inventaire, la vue. Donc ça veut dire qu'on va faire communiquer la partie modèle, la partie qui gère les données, et la partie vue. On va dire quand le modèle reçoit des données, il va dire à la vue de se mettre à jour. Mais par contre, pour l'instant, on va pas du tout gérer la partie contrôleur, à part pour montrer et cacher l'inventaire. Alors, c'est parti. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est faire le bouton qui permet de cacher et de montrer l'inventaire, justement. Donc je vais mettre un script à mon inventaire. Je vais appeler inventory.gd, ça c'est très bien. Alors attendez, il faut faire attention parce que le inventory data manager, je crois que je n'ai pas renommé le fichier. On va aller voir, voilà, il s'appelle inventory.gd. On va faire gaffe, on va renommer le fichier inventory data manager. Voilà. Très bien. Et donc maintenant, on va se créer un nouveau script qui va s'appeler inventaire, inventory, vérité de contrôle. On crée. Ok, et cet inventaire, à quoi il va servir? Donc là, ici, ma structure, donc, ce dont je vous parlais, cette histoire de modèle vue contrôleur. Donc notre modèle, c'est Inventory Data Manager. C'est lui qui gère les données de l'inventaire.
Lui, il gère tout ce qui est derrière le rideau, il gère tout ce qui est donné. On a notre partie vue, qui va être en fait tout ça, là, le panel, tout ce qui est là. Tout ça, c'est la partie vue. Il va gérer le fait de montrer ce qu'il y a dans l'inventaire, en fait. De montrer quel objet est actuellement sélectionné, etc. Ce qui est visuel pour l'utilisateur. Et on a la partie contrôle qui va être gérée par inventaire. Donc lui, ça va vraiment être la partie contrôleur, en fait, notre inventaire. Donc, ici, lui, il va nous servir juste pour l'instant. Comme on va pas gérer encore la navigation dans l'inventaire, on va juste gérer le fait de cacher ou de montrer l'inventaire. Pour l'instant, il va juste nous servir à ça. On va l'appeler inventory. Et dedans, on va se mettre une variable qui va s'appeler hidden. Hidden, ça veut dire caché. On va mettre à vrai par défaut, parce que par défaut, notre inventaire est caché. Et on va lui donner un setter. On va faire set hidden. On peut lui donner un getter si vous voulez, is hidden. Alors je mets is pour les getters quand il s'agit de booléens, parce que c'est plus parlant en fait. Un booléen c'est soit vrai soit faux. Is hidden c'est est-ce que tu es vrai, c'est plus parlant que get hidden. Il y a des booléens. Donc on va se mettre une catégorie assesseur. Ici on va mettre set hidden, on va lui passer une valeur qui va être un booléen. Ok. Ça renvoie à rien, c'est un setter. Et donc notre truc il va faire if hidden, non, if value est différent de hidden. À ce moment-là, hidden égale value. Et pourquoi je fais ça, évidemment, c'est parce qu'on va avoir besoin d'un signal hidden changed. Donc là, on va mettre emit signal, hidden changed, hidden. Ok, et on va faire le func is hidden. Vous avez l'habitude maintenant. Ça renvoie un booléen. Et juste return hidden, on le met sur une seule ligne parce que ça prend moins de place. Hop. Et en général, les assesseurs, je les mets sur 2 lignes, comme ça je les groupe ensemble. Et, le setter et le getter sur 2 lignes ensemble, comme ça quand vous avez plusieurs accesseurs, vous les voyez groupés ensemble. J'aime bien faire ça. Bon, c'est une question de préférence personnelle, on va dire. Alors, vous allez voir pourquoi je fais ça. Hein. C'est ce qui va nous permettre de déclencher l'animation et de faire un truc vraiment solide à ce niveau-là. Donc maintenant, évidemment, ce que je veux vouloir, c'est le fait qu'on appuie sur un bouton et ça nous change la visibilité de l'inventaire. Donc quand j'appuie sur le bouton I, s'il est caché, ça le rend visible. S'il est visible, ça le rend caché. En fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est juste toggle notre variable. C'est-à-dire, si elle est vraie, on la met à faux. Si elle est faux, on la met à vrai. Donc on va se faire une catégorie input. Ici, on va faire input. Et je vais lui dire if input.isActionJustPressed. Et là, je vais lui passer inventaire, inventory. Là, on va mettre set hidden. Et là, on va lui passer l'inverse de hidden. Parce que vous voyez, l'avantage des booléens, c'est qu'on peut faire des choses comme ça. Donc là, je suis en train de lui dire, je veux que tu changes la valeur de hidden et que tu la mettes à l'inverse de la valeur actuelle. Donc si t'es caché, tu deviens visible. Si t'es visible, tu deviens caché. Ça vous évite d'avoir à faire if hidden mais hidden à faux, if pas hidden, mais hidden à vrai. Tu vois. Bref, ça permet de le faire en une seule ligne et c'est bien lisible. Ok, donc ça c'est géré. Maintenant, on n'a plus qu'à gérer la partie animation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais connecter le signal hidden changed. Donc je vais me faire une catégorie built-in. Donc ici, on va mettre la fonction ready. Et ici, donc on va connecter, on va faire connect hidden changed. On va le connecter à nous-mêmes. On va le connecter à on. Et du coup, on va prendre le nom ici, on hidden changed. On va se mettre le code en grand écran, on y verra mieux. Donc maintenant, je sais que je vais recevoir dans ma fonction onHiddenChanged le fait que la valeur de hidden a changé. Donc c'est parti, on va se faire signal responses. Et on sait que le onHiddenChanged, il passe comme valeur la valeur de hidden. Donc là, on va avoir la valeur de hidden en fait. Je peux pas lui donner juste hidden parce que j'ai déjà une variable qui s'appelle hidden ici. Donc on va lui passer value. Ok, donc là, en fait, ce que je veux faire, c'est déclencher l'animation, ici. Mon animation, en quoi ça va consister? Alors, si on regarde un petit peu notre interface, pour l'instant, c'est juste un bloc. Ce que je voudrais, moi, c'est que quand j'appuie sur la touche I, si le bloc est caché, il slide vers la gauche pour redevenir visible, et si le bloc est visible, il slide vers la droite pour devenir invisible. Donc, on va utiliser ce qu'on a déjà utilisé dans la série de tutos, c'est-à-dire un twin, qui est quand même la plus belle invention de l'informatique, je trouve, qui va nous permettre de faire justement l'interpolation de mouvements pour faire une jolie animation en fait. Donc, on va récupérer la référence du twin dans une variable, vous avez l'habitude aussi. Donc là, on va récupérer twin égale $twin. Et ce twin va nous permettre de faire l'animation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une catégorie
logic. Et ici, on va faire func animation. Et là, je vais mettre, est-ce que je veux faire apparaître l'inventaire ou pas? Donc je vais l'appeler appear, qui va être un booléen. Si appear est vrai, je veux faire apparaître. Si appear est faux, je veux faire disparaître. Ok, et ça, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va juste me bouger mon inventaire, en fait. Tween.interpolate property. Et ici, la propriété qu'on veut interpoler. Donc moi, vous voyez, ce que je veux, c'est que le panel ici vienne s'animer, en fait. Mais sauf que je vais pas directement animer le panel parce que je veux pouvoir lui donner des marges, etc. Et que ça va complexifier vraiment beaucoup le truc. Je vais carrément animer tout le parent, là, et du coup, ça va faire bouger tous ses enfants. Donc en fait, je vais faire bouger tout l'inventaire, je vais faire bouger la position de inventaire, de gauche à droite. Donc en fait, en faisant bouger la position de celui-là, on fait bouger la position de tout ce qui est enfant. Et donc c'est ce qu'on veut. Ça simplifiera les calculs. Donc ici, en fait, ce qu'on va interpoler comme position, c'est la position de moi-même, de self, puisqu'on est déjà dans le nœud inventaire. Et on va faire changer sa position. Et ici, ça va être rect position de point X en fait, parce qu'on veut le faire bouger que sur l'axe des X. Et vous voyez ici, il nous dit, il nous faut la valeur initiale et la valeur finale. Donc ici, il va falloir qu'on calcule la valeur initiale et la valeur finale. Et en plus, ça va dépendre de ce qu'on est en train d'apparaître ou pas. Donc ici, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à ce qu'on va faire. Donc je vais mettre ça entre commentaires pour pas qu'il nous embête temporairement. Juste qu'on réfléchisse un petit peu à ce qu'on veut. En fait, de base, on part avec la position cachée. Donc on sait que quand notre nœud est prêt, il a sa position cachée. Donc on va faire onReadyVar hidden position égale rect position. Quand notre nœud est prêt, quand il vient d'être instancié dans l'arbre, il a la position quand il est caché. Donc ça, on sait que c'est la position quand il est caché. Okay. Et maintenant, ce que je vais rajouter, c'est onReadyVar visible position, on va l'appeler. Visible position. Qui va être égal à rect position. Qui va être égal à hidden position, du coup. Moins la largeur de mon panel, du coup. En gros, je veux que ça se décale là. En gros, je vais prendre son rect à lui et je vais juste me décaler de la largeur de son rect. Donc, il me faut de lui dire moins. Là, on va récupérer le panel. onReadyVar panel égale $panel. Ok. Et on va faire moins panel point rect size. Sachant qu'on veut que l'axe des X, on veut pas l'axe des Y, je vais faire vecteur 2 fois vecteur 2 point right. Parce que vecteur 2 point right, je vous rappelle, c'est vecteur 2, 1 en X, 0 en Y. Donc en fait, si je multiplie ça par ça, ça va faire que je vais garder que la valeur en X et la valeur en Y va être 0. Donc ça me donne la position quand l'inventaire est caché et la position quand l'inventaire est visible. D'accord? Donc je vais faire var from, qui va être la position de départ, égale. Alors on va pas lui donner hidden position, on va directement lui donner rect position. Parce que comme ça, si on appelle le truc à une position intermédiaire, ça fonctionnera toujours. On va lui donner ça. En fait, dans tous les cas, on veut partir de la position actuelle de notre inventaire. Donc from, ça va être rect position dans tous les cas. Par contre, la différence qui va se passer, c'est to, qui va être la position d'arrivée. En fonction de si on apparaît ou pas, bah ça va pas être la même. Si on apparaît, on veut que ça soit visible position, la position d'arrivée. Et si on disparaît, on veut que ça soit hidden position. Donc on va lui dire to égale visible position if appear, else hidden position. Donc là, je vous rappelle, ça c'est ce qu'on appelle un opérateur ternaire. Hein. Ça fait que la valeur de to va être visible position si appear est vrai. Mais sinon, elle aura la valeur hidden position. Donc là, en fait, ça nous permet, en une seule ligne de code, de lui faire un petit peu un embranchement, de lui donner deux valeurs différentes en fonction d'une condition, quoi. Et c'est pratique parce que c'est exactement ce qu'on veut, parce que ici, ce qu'on va faire, on va pas avoir besoin de 2.x en fait, on va juste lui dire la valeur de départ c'est from, la valeur d'arrivée c'est to, et tu vas faire ça en, je sais pas, 0,7 secondes, mettons. Et tu vas me le faire en utilisant l'interpolation cubique, parce que je l'aime bien. En général, ça fait des transitions vraiment fluides avec l'interpolation cubique. Donc une fois qu'on a fait notre interpolation, il faut pas oublier de faire tween.start. Sinon l'interpolation ne va pas commencer. Donc là on lui donne juste ce qu'il doit interpoler. Et après il faut lui dire de commencer pour qu'il lance l'interpolation. Et donc ça devrait nous faire notre animation. Alors voyons. Ça marche pas. Alors, déjà il nous dit
qu'il y a des warnings. Donc on va mettre underscore event, hidden value changed. Ah oui, alors ça marche pas parce qu'on a oublié de déclarer qu'il fallait qu'on anime notre truc ici. Donc là, on va déclencher animation avec la valeur value. Et même, on va pas utiliser value parce que c'est pas très clair. On va juste lui donner hidden. Donc en fait, quand la valeur de hidden vient de changer et qu'on vient de la mettre à hidden, ça veut dire qu'on veut cacher l'interface. Donc ici, on veut que la valeur de appear soit fausse. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on inverse la valeur de hidden. Donc quand hidden est faux, c'est qu'on est en train d'apparaître. Quand hidden est vrai, c'est qu'on est en train de disparaître. Donc là, si on fait ça, ça va appeler l'animation avec la bonne valeur. Alors voyons. Et voilà, ça fait exactement ce qu'on voulait. Donc voilà, maintenant on a notre inventaire qui peut se cacher, qui peut se montrer, qui peut se cacher. Et ça, c'est parfait. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est au fur et à mesure que je collecte des objets, les afficher dans l'inventaire, tout simplement. Et pour ça, on va utiliser le item list qu'on a mis ici. Et ça tombe bien parce qu'en fait, on a déjà le script qui s'occupe de gérer les données. Donc en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est de donner ces données à l'item list, au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et de les mettre à jour quand elles changent. Le truc, c'est que je veux faire ça en créant le moins de dépendance possible entre mon nœud item list et mon nœud inventory data manager. Le but, c'est que je puisse changer l'un ou l'autre, soit la vue, modifier complètement comment est fait la vue, soit modifier comment est fait ma gestion des données, et que j'ai le moins de choses à retravailler possible, que l'interaction entre les deux soit le moins cassée possible en faisant ça, en fait. C'est ce qu'on appelle créer une loose dependency, c'est-à-dire une dépendance faible, en fait, aux deux objets. Et on fait ça dans Codo en utilisant les signaux. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que je vais créer des signaux qui vont me dire mon inventaire a reçu un objet, ou mon inventaire a perdu un objet. Donc je vais créer deux signaux. Ici, un signal qui va dire item added. Je vais lui passer item. Ça va lui passer le item amount, attention. On va avoir besoin de la quantité d'items à afficher dans l'inventaire, du coup. Et donc, c'est pas le item data, c'est le item amount. Et on va faire pareil avec removed. Et donc, en gros, ces signaux-là vont servir dans mon item list, à mettre à jour l'affichage. Pour l'instant, ce que je veux faire, c'est juste dire j'ai un item qui s'est ajouté à ma liste, je veux que tu te mettes à jour. Et pareil, j'ai un item qui s'est retiré de ma liste, je veux que tu te mettes à jour. Pour l'instant, la partie mise à jour de l'affichage, on va la faire après. Pour l'instant, je veux juste ça. Donc, quand je rajoute un item, ici, je veux envoyer le item added. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est faire ça. Emit signal, item added, et lui passer le item amount qui est là. Et le re-appeler là. Mais en fait, vous voyez, c'est un peu bête parce qu'on va appeler deux fois le emit signal. Donc ce que je pourrais faire, c'est juste factoriser un peu mon code pour que j'ai pas besoin de le faire deux fois. Donc là, on va avoir le item amount. Ok. Le item amount va être nul. Et ici, on va juste dire item amount égale ça. Et ici, on rajoute l'item amount. Et ici, on va lui dire item amount, et ben ça. Dans un cas, je crée un nouvel item amount, et dans un autre cas, je le modifie. Mais dans les deux cas, j'ai besoin d'utiliser un item amount. Donc voilà, ça je sais quel est mon item amount, et à la fin, je fais juste emit signal, item added, et je lui passe item amount. Ok, donc ça c'est bon, et quand je retire un objet, bon ici, il n'y a rien qui va s'émettre, mais par contre, ici, je vais vouloir émettre l'objet en question. Alors ce qui va se passer qui est un peu particulier ici, c'est qu'on va émettre le signal avant de retirer l'objet de la liste. Parce que le problème, c'est que dans notre item list, il va falloir qu'on sache quel est l'objet à retirer de la liste, en fait. Et donc pour ça, il faut que je reçoive le fait que le amount a changé avant de l'avoir retiré de la liste. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ici, ce que je vais faire, c'est emit signal item removed. Et je vais lui passer le item amount ici. Le item amount, ça va être ça. Hein. On va le faire en deux fois. On va faire var item amount. Qui va être égal à ça. Hop. Voilà. Et ici, on va lui dire... Voilà, donc maintenant, notre partie modèle, donc de modèle vue contrôleur, notre partie qui gère les données, elle est capable de dire quand les données ont changé, finalement. Quand un objet a été ajouté ou quand un objet a été retiré. Donc maintenant, on va pouvoir connecter ces deux signaux à notre item list. Mais pour l'instant, item list, il n'a pas de script. Donc on va lui ajouter un script. Donc on va mettre donc dans inventaire, bien sûr. UI inventory. Et là, je vais l'appeler inventory item list. Ok, je crée.
Voilà. Donc là, je vais l'appeler class name inventory item list. Alors, ce script, il va recevoir les deux signaux qu'on a là. Et en fait, le truc, c'est qu'on va les connecter via l'interface de Godot. Comme ça va encore plus rendre la dépendance faible, en fait. Parce que je peux juste déconnecter directement les signaux de l'interface de Godot. En fait, les signaux, ils sont même pas connectés depuis le script. Le fait de le faire comme ça, ça rend vraiment la dépendance la plus faible possible. Donc en fait, on va connecter le signal ici. On va le connecter à item list. Donc on inventory data manager item added. Je me rends compte que j'ai pas mis de underscore ici, donc on va pas en mettre ici non plus. Pour rester un petit peu... pour garder la même nomenclature. Hop. Le inventory item list, ça va être sans underscore. Ok, donc quand le data manager il reçoit il ajoute un item, on va avoir son item amount qui va être là. Et je vais faire pareil avec le fait de retirer un objet. Donc là, on va connecter le fait de retirer un objet ici. On data manager item removed. Ok, donc on a le item amount. Alors je peux pas typer ici parce que lui il a pas connaissance de ce que c'est que la classe item amount. D'ailleurs ça va être un problème parce que je pense qu'on va avoir besoin, si on veut vraiment faire un code solide, on va avoir besoin d'utiliser item amount en dehors de juste notre item, de notre inventory data manager. Donc ce qu'on va faire c'est que le item amount, on va se le mettre dans un script. Donc on va se créer un nouveau script qui va hériter de object, qui va s'appeler item amount, object, pardon. Je vais inverser le J et le E. Voilà, on va se le créer donc là, item amount, paf, créé. Donc je vais juste enlever ça dans notre data manager. Et du coup, je vais le mettre dans le item amount. Hop, item amount. Là, on va l'appeler class name item amount. Et ici, pouf, donc on n'a pas besoin de la classe, évidemment. Juste faire ça. Et c'est tout. En fait, la différence, c'est que maintenant, je vais pouvoir utiliser la classe item amount dans différents scripts. Parce qu'on va en avoir besoin dans notre item list. Et ici, donc on va utiliser un item amount. Et pareil ici. Ok. Donc maintenant, avec ça, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, c'est simple. À chaque fois qu'un item amount est ajouté ou est retiré, je vais appeler une fonction qui va s'appeler, par exemple, update item display. Qui va nous permettre de mettre à jour l'affichage. Donc je vais avoir une seule et même fonction qui va me servir dans les deux cas. Qui va s'appeler func, donc update. Je ne vais pas la rendre privée parce qu'on va pouvoir vouloir forcer des fois l'update de l'affichage depuis l'extérieur. Ça sera pas le cas je pense ici, mais sait-on jamais. Item amount, il va être un item amount. Hop. Ok. Donc cette fonction va servir à mettre à jour la liste des items visibles dans mon inventaire. Donc, comment ça va se passer? Bah déjà, il faut que je sache si mon item il existe déjà ou pas dans la liste. Donc ici, il va me falloir un func find item in list. Donc ça va me renvoyer par exemple la position de l'item dans la liste. Et on va lui passer un item amount qui va aller rechercher dans cette liste. Puis il va parcourir la liste de tous les items qui sont affichés dans l'interface. Et il va trouver l'item qui correspond à l'item amount que je recherche. Il va me renvoyer son index. Ça, on va pas le coder tout de suite, parce que vous allez voir que ça va nécessiter qu'on parle de quelque chose avant. Donc on le fera après. Ce qu'on va faire, c'est que dans le update item display, on va partir du principe que le item amount n'existe pas dans la liste. Ce sera le cas le plus simple. En fait, s'il n'y a pas... Par exemple, si vous venez de collecter une potion de vie, on va reprendre l'exemple de la dernière fois, mais que vous n'en aviez pas encore dans l'inventaire, donc il convient bien de rajouter la potion de vie dans l'inventaire. À ce moment-là, il faut que j'ajoute un item dans mon item list qui affiche la texture, le nom de l'item, combien on en a. Donc on va faire ce cas-là parce que c'est le plus simple en fait. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que find item in list, il va me renvoyer l'index de l'item s'il l'a trouvé, et s'il l'a pas trouvé, il va me renvoyer -1. Voilà, c'est ça qu'il fera, mais pour l'instant, on l'a pas encore codé. Et donc, ce qu'on va faire, c'est faire var item ID. Donc là, on va chercher l'item, on va voir s'il existe déjà ou pas. On va lui passer item amount. Et donc, s'il nous renvoie -1, c'est qu'il n'a pas trouvé l'item dans la liste. Ok, donc on va faire un if item ID égale -1. C'est qu'il ne l'a pas trouvé dans la liste, d'accord? À ce moment-là, s'il ne l'a pas trouvé dans la liste, on va le rajouter. Donc on va faire add item. Donc add item, c'est une fonction de item list qui permet d'ajouter un objet dans la liste. Et un objet dans item list, vous pouvez aller voir dans la doc de item list, je vous invite à le faire. Ça consiste en un texte, une icône. Et est-ce qu'il est sélectable ou non? C'est pour ça qu'il nous propose ces trois arguments, un texte, une icône, pourquoi il est sélectable. Et ça tombe bien parce que c'est des données qu'on a en fait. Donc le texte, en quoi ça va consister? On va pouvoir se le déclarer là, donc on va faire
item text par exemple, qui va être égal à, et là je vais mettre $s de point $d. Donc $s, ça va être remplacé par la première string qui va recevoir un argument, et $d, donc S c'est pour string, $d c'est $décimal, donc ça va être remplacé par le premier chiffre qu'il va trouver, que je vais lui donner. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner deux variables. La première, ça va être item amount, donc le nom de l'item, item name, et ici, je vais avoir item amount, d'accord? Donc add item, il me dit qu'il y a une erreur, hein, c'est normal. On va se mettre ça en grand, comme ça vous verrez. Donc là, en fait, il va remplacer ça par la string, ça c'est une string, et ça par le chiffre, ça c'est l'amount, c'est le chiffre. Donc il va juste me dire, par exemple là, potion de vie, il y en a une. D'accord? Donc ça, en fait, tout ça, ça va être contenu dans une chaîne de caractères, ici. Item text, ça va être la chaîne de caractères résultante. Et donc ça, c'est ce que je veux afficher, en fait. Donc ici, je vais dire item text. Et ici, il va me falloir la texture. Donc la texture, ça va juste être item amount.item.inventory texture. Vous vous rappelez, donc, item amount, c'est l'objet qui contient l'item data et la quantité que j'en possède. Le item, donc c'est le item data de cet item amount. Donc c'est les données qui constituent l'objet. Son effet, sa description, sa texture, etc. Son nom. Et on va récupérer dans cet item data la texture qui lui correspond. La texture qui correspond à l'inventaire, en fait. Les textures qu'on veut afficher dans l'inventaire de cet objet. Donc c'est ça qu'on fait, en fait. On ajoute un objet, on lui donne le texte qui va bien. Donc là, le nom de l'objet, le nom que j'en ai. Et on lui donne la texture. Ok, donc déjà, on peut commencer par faire ça. Si là, j'appelle le update, et je passe à item amount, que pareil ici, déjà, ce qui devrait se passer, c'est que quand je collecte un objet, il devrait l'afficher. On va voir. Je vais aller collecter la potion qui est là. Je fais I. Et vous voyez bien le heal potion. Avec 2.1 parce que j'en ai une. Alors normalement, si je collecte un autre objet, voilà, ce qui se passe, c'est que à chaque fois, maintenant, il me rajoute l'objet parce qu'à chaque fois, il le trouve pas. Vous vous souvenez, c'est parce qu'il le trouve pas parce que pour l'instant, on n'a pas codé cet algorithme-là qui permet de le trouver. La question, c'est comment je vais le trouver dans la liste, cet objet. L'objet en question, les seules données qu'il a, c'est le texte et la texture. Donc ça ne me permet pas de savoir lequel objet c'est, en fait. Donc, si vous allez voir dans la documentation de ItemList, vous allez voir que donc, vous avez toutes les méthodes qui correspondent au fait d'ajouter, de bouger, de retirer des objets, etc. Et vous en avez un qui s'appelle... Donc vous pouvez changer un petit peu le visuel des items, etc. Ces icônes, leur couleur, la taille qu'ils font, tout ça. Mais il y a un truc qui va nous intéresser en particulier, c'est set item metadata. Donc on va cliquer là-dessus. Et en fait, ça permet de donner donc des métadonnées. Donc c'est des données qui ne correspondent pas du tout à ce qui va être à comment il va être affiché. En fait, c'est pas des données utiles directement pour l'objet lui-même, pour l'interface utilisateur. C'est des métadonnées. Mais nous, ça va nous être utile parce qu'on va utiliser ça pour savoir quel objet est stocké. On va lui donner la référence de l'item amount qui est stocké. Donc ici, nous, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va lui donner cet item metadata. Ici, on va lui donner l'index de l'objet. Donc il faut qu'on lui donne l'index de l'objet qu'on vient d'ajouter. Le truc, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que l'index de l'objet qu'on vient d'ajouter. Mais comme on vient d'ajouter un objet, vu qu'on ne l'a pas trouvé dans la liste, on sait qu'en fait, on l'a ajouté à la fin de la liste. Donc en fait, c'est le dernier objet. Juste pouvoir lui dire item ID égale à get item count. Il me donne le nombre d'objets. Là encore, c'est une méthode de item list qui me permet de trouver le nombre d'objets qu'il y a dans la liste. Moins 1. Parce qu'on compte à partir de 0. Donc on sait que ça va être l'index du dernier objet de la liste. C'est celui qu'on vient d'ajouter. Logique. Donc ici, on va lui dire tu vas changer la métadonnée de l'objet qu'on vient de rajouter. Et la métadonnée en question, on peut lui passer n'importe quel type. On va lui donner item amount. Comme ça, on a la référence de notre objet item amount dans les métadonnées de l'objet de notre item list. Ce qui fait que grâce à notre fonction ici, on va pouvoir lui demander est-ce que ta métadonnée elle correspond à l'item amount qu'on cherche. Et si c'est le cas, et on sait qu'on l'a trouvé. Donc ça va nous permettre de coder cette fonction-là. Donc on va faire for i in range
get item count. Ok, donc là je parcours tous les index des objets qui existent dans la liste. Je rappelle, hein, la fonction range, en fait, elle te renvoie un array avec... donc ici, par exemple, si item count me renvoie 3, la fonction range va me renvoyer un array avec 0, 1 et 2. Ce qui fait que la valeur de i va avoir successivement la valeur 0, 1, puis 2, en fait. Donc là, je vais faire if item amount égale à get item metadata. Et là, on lui passe i. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est je parcours tous les objets, je récupère les métadonnées de l'objet à l'index en question. Et si la métadonnée de l'objet correspond à l'item amount qu'on cherche, bah c'est qu'on a trouvé l'index de l'objet qu'on cherchait. Donc ici, je vais faire return i. Là, c'est qu'on a trouvé. Et si on n'a pas trouvé, on va return -1. Donc voilà, donc là, normalement, ce qui doit se passer, c'est que la première fois, je vais collecter un objet, il va me l'ajouter à ma liste. Pas de souci. La deuxième fois, je vais collecter un objet, il va le trouver dans la liste. Ce qui fait qu'il va rien faire en fait, parce qu'il va me dire item ID n'est pas -1. Ça va me donner item ID égale 0. Donc là, il va rien faire. Donc théoriquement, si je collecte 2 fois une potion de vie, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre 2 potions dans le monde là. On a un item qui est ici, on va s'en mettre un deuxième, qu'on va le mettre plus loin, genre là. Un petit F5. Et si, hop, je collecte une première potion, je la vois là. J'en collecte une deuxième, voilà, il se passe rien. Exactement ce que je vous ai dit. Tout ceci se comporte comme on l'attend, mais vous voyez, on a toujours notre data manager qui nous affiche le contenu de l'inventaire comme il faut. Donc maintenant, il faut faire le cas où l'objet, on l'a trouvé en fait. On l'a trouvé dans la liste. Donc ça, c'était le cas où on l'a pas trouvé, donc on avait besoin de l'ajouter. Le cas où on l'a trouvé, donc else. Et là, il y a 2 cas de figure en fait. Soit l'item amount, il a un amount qui est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire qu'on vient de retirer l'objet de la liste en fait. Et à ce moment-là, il faut qu'on le retire aussi dans l'affichage, dans la vue. Donc on va faire ça tout de suite. If item amount.amount est inférieur ou égal à 0. Là, c'est qu'on vient de retirer l'objet de la liste. À ce moment-là, on peut faire remove item. Donc remove item. Donc remove item, encore une fois, c'est une méthode de item list qui permet de retirer un objet de la liste. Donc ici, on va lui retirer l'objet qui a l'index item ID du coup. Et dans le cas contraire, c'est qu'on a juste changé la quantité d'objets de l'objet en question. Donc j'ai juste à faire set item text et là lui donner l'ID en question. Donc item ID et là je lui donne item text. Donc là normalement ce qui devrait se passer c'est que quand je collecte ma deuxième potion, il va me mettre à jour le texte. Donc voyons ça. Là je collecte une première potion, j'ai heal potion à 1. Là je collecte une deuxième, j'ai heal potion à 2. Donc ça fonctionne. Bon allez, c'est tout pour cette fois, on verra tout le reste dans la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine. Alors je tiens à préciser tout de suite un truc, parce que je pense que je vois venir les commentaires qui vont me dire « Mais pourquoi t'as fait ça comme ça T'aurais pu tout faire avec un item list, vu qu'il gère la liste des objets lui-même. T'aurais pu mettre toutes les données là-dedans et ça aurait marché. » Alors c'est vrai, ça aurait fonctionné, et ça aurait rendu le code plus simple aussi. Mais le souci de faire ça, c'est que du coup, on n'applique pas le modèle vue controller, ce dont je vous parlais la dernière fois. Et ce qui fait que si vous voulez changer la façon dont est affiché votre inventaire, si par exemple vous voulez plus que ça soit affiché avec une liste d'objets, mais vous voulez faire votre propre scène qui affiche, vous voulez changer vous-même l'affichage, je sais pas, vous voulez mettre des animations et tout, ce que ne vous permet pas de faire item list par défaut dans Godot, et bah vous devez tout recoder en fait. Quand on fait du design driven development, comme je vous en parlais la dernière fois, c'est ce qu'on fait en fait quand on fait du jeu vidéo. En général, on fait du design driven development. C'est le game designer en fait qui prend les décisions de comment va être le jeu. Et bah, ce qui se passe, c'est que souvent le design il est amené à changer en cours de développement de votre jeu. Ce qui fait que si vous avez codé votre truc de la manière la plus simple, ce dont on parlait tout à l'heure, si vous aviez fait tout avec un item list et que vous n'aviez pas séparé le item data manager de item list et que vous aviez tout mis dans un item list, le jour où votre game designer il vous dit ah bah on va changer complètement la façon dont c'est affiché, on va plus du tout le faire comme ça, on va le faire autrement, parce que d'un point de vue design ça va être beaucoup mieux, et bah vous avez plus qu'à tout recoder. Et la tristesse infinie. Bon, c'est qu'un exemple, hein, parce qu'il y a aussi d'autres avantages au fait d'utiliser le modèle vue controller, qui est que bah, tout simplement ça rend le code plus maintenable, les choses sont bien séparées, vous pouvez tester. Est-ce que c'est seulement mon interface, ma vue qui bug, ou est-ce que c'est seulement mon côté modèle qui marche pas? Et en plus, ça vous permet par exemple de faire des tests automatisés dans votre gestion des données, etc. Enfin bref, ça a plein d'avantages vraiment d'utiliser ce pattern.
Par contre, le coût que ça a, effectivement, c'est que ça rend le truc un petit peu plus complexe. Mais moi, bien sûr, mon but, c'est de vous montrer, vous deviez développer vraiment un projet qui va vous prendre plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Moi, mon but, c'est de vous montrer comment vraiment vous devriez coder ça, quoi. D'apprendre un petit peu voilà, les patterns d'architecture. Tout ça. Je veux pas juste vous donner des recettes de cuisine, je veux vraiment vous apprendre vraiment tout le procédé. Voilà, bon, la prochaine fois, on va pouvoir avancer un petit peu là-dedans. On va pouvoir déjà rendre les objets utilisables, c'est-à-dire on peut naviguer dans la liste d'objets et utiliser des objets. Et surtout, on va rendre l'inventaire un peu plus fancy, parce que pour l'instant, il est très moche. C'est un gros carré noir avec une liste d'objets. Donc on va parler un petit peu des thèmes de UI dans Godot et de comment on les utilise, tout ça. Bon, comme d'hab, n'oubliez pas que vous pouvez partager et liker la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux qui sont ici. Vous avez Twitter, vous avez Instagram, il y a Twitch, je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don, soit ponctuel, soit mensuel sur le Ko-fi qui est ici. L'avantage de Ko-fi, c'est qu'ils prennent aucune part sur les dons que vous faites, donc je reçois la totalité en fait. Si vous faites des dons mensuels, vous aurez accès aux vidéos en avance, toutes les vidéos, que ce soit les vidéos de game dev ou les vidéos de pixel art. Et enfin, dernier truc important qu'il faut que je vous dise, on a une communauté qui est sur Discord, je vous mets le lien dans la description, et sur la communauté Discord, il y a plein de créateurs, autres que moi, il y a Pierre Vendeur, il y a Couette Douce, il y a Made with Rov, il y a Subarat. Et tout le monde fait plein de choses différentes. Il y a Pierre qui fait du game dev et du pixel art, comme moi. Il y a Subarat qui fait du gaming et du game dev. Il y a Quet12 qui fait de la broderie. Et il y a Made with Rov qui fait du pixel art, principalement de l'animation, et qui est très balèze. Allez jeter un petit coup d'œil à tout ce beau monde. Mes liens du Discord dans la description. L'ambiance est bonne. Vous serez pas déçus. Sur ce, je vous fais plein de poutous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!